Nous sommes de retour ici en direct de Montpellier à la Montpellier Business School avec nos premiers invités. À mes côtés, Geneviève Marais, présidente et cofondatrice d'Aquatech, Emmanuel Trouvé, dirigeant de Nereus, Aurélien Croc, cofondateur de Solarine Blue, Sophie Graziani-Roth, cofondatrice de Hoc Consigne et Laurent Fajal de la direction régionale d'EDF Occitanie. Bonjour à tous les cinq et merci d'être avec nous pour parler raréfaction des ressources avec vous, parce que, vous le savez sans doute, cette tournée Transformons la France s'intéresse à cette génération d'entrepreneurs qui pivotent ou qui inventent des solutions pour s'attaquer tout simplement aux problématiques actuelles et à celles que nous allons tous ensemble devoir affronter dans les années qui viennent. Alors avec les changements climatiques, les crises successives, le monde a évidemment ouvert les yeux sur un sujet prégnant, la raréfaction de ces ressources. Cet épuisement, il est dû, on le sait, à la surexploitation de certaines d'entre elles, à des prélèvements excessifs parfois, à une surconsommation, mais il est aussi la conséquence assez logique finalement d'une population mondiale qui va croissante. Plus nous sommes nombreux et plus nous allons devoir apprendre à partager. Alors j'ai envie de commencer tout simplement par un petit tour de table et je vais vous inviter à prendre chacun un micro qui se trouve devant vous et peut-être dire tout simplement que si vous êtes chacun dans des filières différentes, la consigne, c'est-à-dire le verre en ce qui vous concerne, l'énergie solaire en ce qui vous concerne, l'eau également, il y a quand même ce fil conducteur qui est l'eau. Parce qu'on le retrouve, c'est vraiment le cycle de la vie. Moi, je voudrais commencer avec vous, Geneviève, et comprendre pourquoi vous vous êtes intéressée à cette problématique de l'eau. Qu'est-ce qui a fait le déclic ? Bonjour, bonjour à tous. Alors, moi je dirais que c'est une histoire, le parcours de ma vie, qui m'a amené tout simplement, à l'âge de la quarantaine, revenir peut-être à des fondamentaux, c'est-à-dire remettre du sens et de pouvoir être en phase avec cet investissement professionnel que je faisais beaucoup dans la construction, l'aménagement de territoire, avec en l'occurrence construire des bâtiments, des hôtels haut de gamme, et une envie de remettre du sens et de me dire qu'est-ce que je fais dans mon quotidien qui peut contribuer à l'avenir de nos générations. Je suis maman également, et c'est vrai qu'en termes d'aménagement de territoire, il y a un point qui est incontournable, c'est l'eau. Là où il y a de l'homme, là où l'homme est, il faut qu'il y ait de l'eau aussi, à la fois pour nos besoins naturels, mais aussi pour protéger l'environnement de tous ces rejets que l'homme produit. Donc c'était le début de l'histoire, ma quarantaine, une envie de remettre du sens. Et du coup, une rencontre avec un ami qui est, lui, dans le domaine du traitement des eaux, ingénieur, je dirais plutôt même inventeur. Et donc cette envie commune d'avancer vers des solutions qui pourraient contribuer à l'avenir de notre planète pour l'homme, parce qu'il faut le rappeler toujours, mais la planète, c'est pas elle qui a besoin d'être sauvée, c'est plutôt l'homme. Et la ressource eau est notre premier besoin naturel. C'est la même histoire finalement. Il y a un déclic aussi pour Nereus. Vous vous dites il y a besoin d'agir à un moment donné de votre vie. Un déclic comme pour Geneviève. Je pourrais élargir à un besoin de changer de paradigme aussi, notamment par exemple sur les eaux usées ou se mettre à les considérer comme des ressources. Et d'une part, et puis d'autre part aussi, au-delà de l'eau, se dire que les solutions, il faut les faire émerger ici, les fabriquer ici. Pour nos jeunes, je suis papa, donc de voir aussi qu'il fallait donner des chances de développement de métiers industriels ici en Occitanie, c'est important. C'est important, effectivement, d'être sur un territoire, de prendre conscience des enjeux. Sophie, comment est-ce que vous en venez à cette idée de consigne ? Vous avez eu une autre vie avant. Quel est le déclic ? Quel est le point de bascule ? C'est effectivement exactement comme disait Geneviève tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une conscience déjà personnelle. Et c'est comment, moi, à ma mesure, je peux agir en fonction de mes compétences, que j'ai fait mon histoire d'avant. Donc je travaillais dans le domaine de la communication, du marketing, de l'événementiel, donc assez loin finalement du monde de la consigne des bouteilles en verre. Mais tout ce chemin-là m'a amené à une prise de conscience personnelle de la raréfaction des ressources, effectivement que la planète allait mal, des règlements climatiques. Et en fait, en gros, il y a deux alternatives. Soit on sombre dans l'éco-anxiété, soit on se dit, bon, j'ai les capacités d'agir, qu'est-ce que je peux faire ? Donc j'ai plutôt choisi la deuxième solution.
Et effectivement, pourquoi la consigne des bouteilles en verre, ça aurait pu être un autre sujet. Mais là, c'était vraiment se dire, il y a quelque chose qui existait autrefois, qui était de l'ordre du bon sens. Donc revenons à du bon sens, plus sobre. Donc on en parlera plus en détail après. Mais c'est à la portée de chacun. C'est juste que c'est compliqué parce qu'il faut réinventer des choses qui ont disparu. Il faut effectivement changer de prisme, changer les modes de consommation, intervenir sur toute une chaîne. Et c'est pas simple. Revenir à du bon sens, finalement, c'est ce qui vous relie tous ici, même en y ajoutant de la technologie, mais revenir à ce qui est autour de nous, à ce que la nature nous donne. C'est un peu aussi le sens de ce que vous faites avec Solar in Blue. Bah exactement. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'eau comme ressource, et effectivement, c'est le prisme principal à travers lequel il faut le voir. Mais pour ce qui me concerne, la logique est plutôt de voir finalement comment la surface de la planète se répartit. On le sait, il y a 30% de terre et 70% de mer. Or, aujourd'hui, on est confronté à une raréfaction du foncier à terre. On a beaucoup d'usages pour ce foncier, que ce soit pour notre agriculture, l'habitation, la forêt. Et aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire avec notre technologie, justement, c'est de venir transposer un certain nombre d'usages, en l'occurrence la production d'énergie solaire à terre, et bien de la transposer dans le domaine maritime pour lui permettre de s'affranchir de ces contraintes sur la raréfaction du foncier et la porter à son plein potentiel. Ça doit vous parler, Laurent Fajal, parce que, évidemment, quand on est un acteur comme EDF, le réemploi, l'eau, l'énergie, ce sont des sujets qu'on travaille finalement tous les jours. J'imagine que EDF, aujourd'hui, ne le fait pas de la même manière qu'elle le faisait il y a encore 10 ans. Clairement, la donne a changé. L'eau est une ressource partagée, c'est un bien commun multi-usage. Et il est important de délivrer les besoins pour les populations, mais il est aussi important d'avoir un regard sur la dimension énergétique de l'eau. On oublie souvent de dire que l'eau est la première énergie renouvelable de France. Elle pèse 12% dans le mix électrique. Et aujourd'hui, quand on regarde des besoins grandissants de l'eau, de l'électricité dans la vie et dans la décarbonation de la planète, l'électrification des usages, ça permet de décarboner. L'eau était présente en tant que composant essentiel de la production électrique. On va se poser la question de comment gérer ce bien commun pour les années à venir avec un usage grandissant de l'électricité. Un chiffre peut-être, on attend 150 TWh de plus de consommation électrique d'ici 2050. L'eau est une composante essentielle du mix. Je le répète, donc on doit en responsabilité agir avec ce bien qui est commun aujourd'hui. Avec ce bien qui se raréfie. Alors justement, comment on est accueilli quand on parle raréfaction de la ressource et qu'on vient avec une solution? Est-ce qu'on est, Emmanuel ou Geneviève, peut-être accueilli comme un doux rêveur au départ, et puis au fur et à mesure, les gens prennent conscience qu'il y a un vrai sujet et qu'il va falloir s'en saisir? Alors, je commence, Emmanuel, mais alors me concernant, Aquatech a 6 ans aujourd'hui, et je dirais que déjà entre aujourd'hui et il y a 6 ans, il y a eu une très très nette évolution. Il y a 6 ans, peut-être en effet doux rêveur, un peu, peut-être, avec une vision lointaine où les gens n'étaient pas encore dans le tracas de qu'est-ce qui se passe quand on ouvre le robinet, quoi. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Personnellement, Aquatech est positionné sur le secteur touristique, principalement. Donc, ces acteurs qui consomment énormément d'eau avec les touristes présents, donc les campings, les ports. L'eau est présente dans le quotidien. Quand on voit les campings, s'ils n'ont pas d'espace aquatique, alors qu'ils sont situés même en bord de mer, le carnet de réservation ne se remplit pas. Aujourd'hui, le regard n'est plus du tout le même. Les consciences sont là. Les PO sont tout près de nous pour le rappeler tous les jours. Sans eau, leur activité, eh bien, c'est terminé. C'est terminé. Si le confort n'est plus là pour le touriste qu'ils accueillent, avec une eau à disposition, eh bien, leur activité est à remettre en question. Donc l'accueil est différent. À mon sens, ça ne va encore pas assez vite. On en parlait encore avant la table ronde avec Emmanuel. C'est compliqué parce que même si la réglementation s'éclaircit, la prise de décision est loin d'être là pour être, on va dire, efficace et rassurante dans nos activités. Mais malgré tout, ça bouge et j'ai envie de croire qu'on va vers du mieux tous les jours. Oui, parce qu'il y a le partage de l'eau
mais il y a aussi la réutilisation de l'eau. Et là, il y a encore peut-être des barrières à faire tomber, Emmanuel. Oui, tout à fait. Sur le plan technique, finalement, il n'y a plus tellement de sujets. Ça fait un moment que dans la station spatiale ou dans d'autres espaces, on réutilise presque à 99-100% l'eau, puisqu'on n'en livre pas tous les jours. Et donc, en fait, il y a aussi, au-delà de la technique, des sujets d'acceptabilité. Est-ce que vous êtes prêt à arroser votre jardin avec de l'eau réutilisée? Peut-être à prendre votre douche avec de l'eau réutilisée. Là, vous allez nous poser des questions. Et donc, il faut faire tout un travail sur qu'est-ce qu'on produit réellement comme nouvelle eau propre qui permet de ne pas prélever une nouvelle fois dans la nature, mais plutôt de se servir plusieurs fois d'une eau qu'on a prélevée une seule fois. Je vous vois acquiescer, Laurent Fajal. On est vraiment au cœur du sujet, hein, d'acceptabilité sur cette raréfaction de la ressource en eau. À un moment donné, et d'autres pays le font déjà, sont bien plus en avance. Je pense à l'Espagne, je pense à Israël par exemple, le Japon évidemment. Pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, on n'a pas encore franchi ce cap-là? Est-ce qu'on sait le dire? Oui, mais moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que on voit bien avec les exemples qui sont présents là que l'eau, elle doit être partagée. Et je pense que on a changé la donne. L'eau, il y a longtemps, on l'a stockée. Je la vois de mon côté, représentant d'EDF aujourd'hui, pour produire de l'électricité. Aujourd'hui, avec cette raréfaction qui se présente, on doit écrire une nouvelle histoire ensemble pour savoir ce qu'on va faire de l'eau. L'eau, quand on a des périodes de sécheresse, comme on les a, des étés plus longs, on va la déstocker de nos barrages pour pouvoir alimenter l'industrie du tourisme, l'irrigation, etc. Et plus on prolonge le temps où l'eau stockée pendant les périodes où elle est abondante, donc plus on prolonge ce déstockage dans le temps, plus on arrive en période où on a besoin de l'eau pour produire de l'électricité, avec moins d'eau stockée, donc moins de capacité de production. Et ça, c'est un élément qu'il faut regarder parce que ça nous a conduit à des situations compliquées à l'hiver 2022-2023 et une perte de souveraineté du pays sur la production électrique et de fait derrière une augmentation des prix, une crise énergétique qui en a découlé. Donc on voit bien que cette eau, bien partagée, on doit en discuter l'usage ensemble presque au quotidien. Vous avez parlé de la crise et du prix de l'énergie. Ça me donne l'occasion de me tourner vers vous, Aurélien. Comment est-ce qu'on peut justement inventer ces nouveaux modèles? Vous êtes en plein dedans avec SolarInBlue. Il y a l'eau, évidemment, qui est l'endroit où vous allez poser vos nouveaux dispositifs. Et puis, il y a l'utilisation du solaire. C'est ce qu'on entend, SolarInBlue, en Méditerranée. Ça y est, les projets sont lancés. Vous nous expliquez, allez, comme si on avait 5 ans. Ça marche. Ben oui, alors nous, je pense l'idée est très simple. Aujourd'hui, on a un très fort besoin de déploiement des énergies renouvelables et en particulier dans la production électrique. L'énergie solaire, c'est l'énergie la plus abondante, c'est l'énergie la moins chère à mettre en œuvre. Et pourtant, aujourd'hui, il y a plus de 70% des nouvelles installations qui sont déployées qui font de l'ordre de quelques milliers de mètres carrés. On voit bien qu'entre les enjeux de décarbonation et de déploiement des énergies renouvelables et cette constellation de petits projets, on n'est pas sur la bonne échelle, on n'est pas sur la bonne vision. Alors, comment restaurer en fait le plein potentiel de cette énergie solaire? Eh ben, c'est en étant capable de se projeter sur des projets de grande taille. Or, aujourd'hui, les projets de grande taille en France, dans les pays développés, ça n'est pas possible. On a plein d'autres usages pour notre foncier. Donc notre idée chez SolarInBlue, c'est de transposer l'énergie solaire en mer, c'est-à-dire de placer les panneaux solaires sur des flotteurs et de s'installer dans le domaine maritime. On pense qu'on a une technologie qui permet de faire ça avec une acceptabilité sociale maximale et avec une empreinte environnementale minimale. C'est évidemment deux prérequis indispensables au déploiement du solaire en mer. Et la force de notre modèle, c'est d'être capable de nous colocaliser avec des fermes éoliennes offshore. Donc ce concept de colocalisation du solaire et de l'éolien, on le connaît peu en France, mais il est déjà aujourd'hui mis en œuvre aux Pays-Bas, en Italie,
à Malte, à différents niveaux de maturité, mais à chaque fois avec des appels d'offres ou des développeurs de projets qui se positionnent sur la vision que vous venez de voir. Et cette vision, elle est extrêmement puissante parce qu'on s'installe en n'utilisant que 10% de la surface d'une ferme éolienne offshore, donc vraiment une empreinte foncière faible, et on est capable d'exporter notre électricité par le câble de la ferme éolienne. Donc ça, c'est très puissant. En gros, l'éolien, ça produit l'hiver et la nuit. Le solaire, je vous apprends rien, c'est la journée, c'est l'été. Et donc, on est capable de s'installer dans une zone déjà raccordée, sur laquelle il y a déjà eu des arbitrages d'acceptabilité qui sont faits, et on vient augmenter d'un coup très fortement la production d'énergie renouvelable. Est-ce que vous avez le sentiment, et ma question s'adresse à vous tous, est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, Emmanuel, le Covid, les crises, les coupures d'eau au robinet qu'on a connues dans certaines communes, l'explosion des coûts de l'énergie, ça a aidé au changement de paradigme? Sophie? Oui, clairement, ça y contribue. Nous, ce qui a pu aider, donc, quand on développe la consigne des bouteilles en verre en particulier, quand le prix des matières premières augmente... Là, on a l'eau, on a voilà, l'énergie et on a le sable. Exactement, on coche toutes ces cases-là. Donc forcément, quand ça augmente, le prix des bouteilles neuves, mécaniquement, augmente. Et du coup, ça devient une problématique pour les producteurs qui avaient à cette époque-là, juste après le Covid, non seulement du mal à trouver des bouteilles en verre, et en plus à des prix acceptables. Donc là, forcément... On regarde d'ailleurs, on se dit, est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce qu'on peut s'approvisionner autrement? Donc là, ça aide. Après, le soufflet peut retomber. Il ne faut pas voir que ces problématiques d'augmentation, parce que là, on prend uniquement l'angle du prix comme donnée, donc c'est vrai que ça aide. Mais pour changer les mentalités, il faut qu'on change tous les modes de consommation, de production, etc. et qu'on voit plus à avenir durable. Alors justement, si on parle d'avenir, où est-ce que vous en êtes chacun dans le développement de vos entreprises? Geneviève, vous nous disiez, ça fait 6 ans. Il y a des choses qui ont commencé à bouger. Est-ce que vos modèles sont en train de monter en puissance, de gagner du terrain pour remplacer finalement les standards actuels sur la question de l'eau, sur la question des eaux usées notamment? Alors, réussi, non, je dirais encore tout à prouver. C'est un travail au quotidien. Là où Aquatech a peut-être fait la différence pour s'installer dans quelque chose d'un peu plus serein, c'est qu'on a réussi à faire une levée de fonds de 2 millions d'euros fin d'année 2023. Donc maintenant, on est sur cette courbe de croissance où on peut vraiment se structurer en interne pour répondre au marché. Mais je pense que l'enjeu pour nous maintenant, c'est que les business models de chacun des activités prennent en compte dès la base et la constitution des business models de ces ressources. Parce que tant qu'on négligera le budget eau, en l'occurrence, et qu'on le passe après tout le reste, eh ben c'est sûr qu'en général, en fin de budget, il reste plus trop d'argent, surtout au vu du contexte actuel. Donc l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir une véritable écoute, mais qui soit cohérente d'un bout à l'autre. La réglementation évolue, donc c'est bien. Je pense qu'on est sur l'ère du changement, mais on est encore très très en retard en France par rapport au reste des pays européens. Je le rappelle, mais en Europe, en France, on recycle que 1% de nos eaux usées. Si on prend l'Espagne, l'Italie, c'est 8-15%, l'Israël 80%. Là, on pourrait soulever d'autres sujets, mais si on se concentre déjà sur le peu d'eau que l'on recycle, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je vois, moi, la lenteur de la prise de décision est en général parce que les budgets n'ont pas prévu à la base et dans les prévisionnels la prise en compte de cette ressource qui, du coup, permettent de prévoir des développements et l'intégration de solutions telles que les nôtres. Même constat, Emmanuel, ou les choses avancent comme vous le souhaitez? Oui, on a, avec Nereus, bénéficié d'avoir été choisi par la Société de livraison des ouvrages olympiques pour équiper d'un côté un bâtiment du village des athlètes, le bâtiment cycle de recyclage d'eau, et de l'autre côté d'équiper un îlot qui aurait été un îlot de chaleur pour en faire un îlot de rafraîchissement en utilisant de l'eau qui a déjà servi une fois et qu'on prélève directement dans les égouts et qu'on met à la qualité requise par notre équipement. Et donc on a irriguer une centaine d'arbres et qui, avec l'évapotranspiration, apporte la fraîcheur attendue. Et donc se servir plusieurs fois de l'eau, c'est vraiment la base. La prise par rapport à la question, la prise de conscience et l'intérêt pour la planète, il est là. Ce qu'il y a, c'est qu'on bouscule beaucoup de choses. Par exemple, on bouscule notre modèle économique.
qui consiste, qu'on soit une régie ou qu'on ait délégué le service public, c'est la même chose, qui consiste à prélever de l'eau dans la nature, la potabiliser, la livrer au réseau, envoyer nos factures. Plus je prélève, plus je facture, moins je prélève, moins je facture. Donc là, on a un petit problème pour inventer, enfin un petit défi plutôt, pour inventer un modèle économique qui soit favorable à un usage plus intensif de l'eau. Je prends une fois l'eau dans la nature, je m'en sers plusieurs fois, avec négociation, avec partage bien sûr, mais ça suppose, vous voyez, de l'innovation autre que technologique. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir inventer de nouveaux modèles de consommation et que les acteurs dits traditionnels revoient aussi les modèles qui existent depuis des années. J'imagine que vous avez commencé à le faire sur la question peut-être de l'accompagnement des consommateurs, par exemple. Alors, si vous le permettez, j'aimerais, Raphaël, engager sur la réutilisation d'abord. Oui. Ça fait vraiment partie des enjeux que l'on a en matière de production électrique. C'est un sujet qui est assez peu connu. En général, nous avons des équipements qui s'appellent les STEP, c'est stations de transformation de l'énergie par pompage. Ce système-là, c'est le mouvement perpétuel. C'est notre capacité pour produire de l'électricité, de la stocker en amont dans un barrage, de la turbiner au travers d'une conduite forcée, de la stocker dans un barrage en aval, et puis dans la nuit, de remonter l'eau à l'étage supérieur en consommant de l'électricité quand elle est abondante et moins chère. Donc on a réinventé le mouvement perpétuel de l'eau. Charge à nous de voir comment est-ce qu'on va pouvoir déployer avec toutes les autorités compétentes, etc., ce type de dispositif plus largement en France. Donc ça, c'est un modèle pour moi qui est un modèle pas du passé, mais du présent, extrêmement efficace, extrêmement productif, réactif, qu'il faut arriver à déployer plus largement pour la suite. Et c'est quelque chose qui est déjà là, donc qu'on peut dupliquer. C'est véritablement ça l'idée. C'est éprouvé. Et on a des projets en ce moment, dans l'Aveyron et en Ariège, pour parler d'Occitanie, de mise en place de ce dispositif. Justement, vous parliez de quelque chose qui existe déjà. Moi, j'ai cette image de bon sens paysan parfois, de me dire finalement on revient à des choses que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient mis en place, sauf qu'on a ajouté la technologie, le progrès qui est passé par là, et on vient l'additionner. Est-ce que c'est ça aujourd'hui finalement qui va nous permettre d'avancer ? Je pense que oui, parce que clairement, il y a un sujet pour l'ensemble de nos sociétés à se tourner vers de la sobriété, mais je pense que la technologie a aussi son rôle à jouer et à apporter quelque chose dans ce chemin vers la sobriété. Typiquement, c'est ce qu'on fait chez Solar in Blue. On est sur une technologie qui est quelque chose qui emploie des matériaux prouvés depuis des centaines d'années en milieu marin, des matériaux qui ont des empreintes faibles ou qui sont recyclables. Nos flotteurs, ça va être par exemple du plastique recyclé, de l'aluminium. Les panneaux solaires, on le sait peu, mais en fait c'est de l'aluminium et du verre. Voilà. Donc il y a matière à créer des solutions innovantes qui répondent à des problèmes, qui permettent de déployer des solutions de décarbonation, et en faisant ça dans un cadre qui nous emmène vers plus de sobriété. Mais j'aimerais aussi rebondir sur le mot que vous avez employé, la preuve, c'est une technologie qui est prouvée. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est qu'on est aussi très fiers de notre côté d'avoir pu aussi prouver ce concept qui est très innovant. Alors c'est vrai qu'il y a des pays européens qui sont un petit peu en avance, mais en fait Solar in Blue aujourd'hui, on est dans le top 2, top 3 de la compétition mondiale. On a pu prouver la vision que je vous ai partagée tout à l'heure, elle est aujourd'hui déployée au large du port de Sète. On a déjà 2 flotteurs qui sont en production là-bas. Et pour emmener justement la France vers ce sentier de décarbonation, le plan France 2030, le plan gouvernemental France 2030 nous soutient, et d'ici fin 2025, on aura déployé 1 mégawatt, donc à peu près un peu plus d'un demi-hectare de panneaux solaires en mer au large du port de Sète,
pour décarboner la production électrique du port de Sète. Et ça va servir à quoi? À électrifier les usages à quai des navires. C'est-à-dire, au lieu de faire tourner leurs machines diesel quand ils sont à quai, ils vont tourner sur de l'électricité renouvelable. Et je pense que là, on reboucle aussi, voilà, sur les usages, une circularité. Et c'est la démonstration qu'on peut, c'était le sens de ma question, passer à l'échelle. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez ici créé en région Occitanie des modèles qui fonctionnent, qui sont efficients. Maintenant, comment on fait pour aller plus loin? Le step suivant, c'est quoi? Sophie, je crois que vous avez une usine, vous avez investi 1 million, c'est ça? 1 million d'euros. Il y a 1 million de bouteilles, je crois, depuis l'année dernière, hein, qui sortent. Comment on fait pour aller plus loin et pour que le mouvement prenne davantage? Comment on fait? Déjà, il faut aller vite. Et c'est ça la difficulté, c'est que c'est maintenant que ça se passe. Donc, il y a 4 ans, on n'existait pas encore. Donc, la société n'existe que depuis 2021. Donc, on a créé une SCOP. Donc, c'est une société coopérative qui appartient à ses salariés. On est aussi devenu entreprise d'insertion et on a créé une usine de lavage qui, effectivement, tourne depuis 1 an. Donc, tout ça très vite. En 3 ans, on a dû faire tout ça. Parce que sans usine de lavage, les bouteilles et les bocaux ne peuvent pas être lavés. Et du coup, la boucle n'est pas bouclée et ça ne fonctionne pas. Donc, il n'y avait plus d'usine de lavage dans le sud de la France. Si on voulait que le réemploi voie le jour, il fallait tout recréer. Donc, tout recréer, c'est à la fois accompagner des producteurs, créer des points de collecte, trouver des moyens de récupérer ces bouteilles et ensuite pouvoir laver les bouteilles pour les remettre en circulation le plus localement possible. Donc, effectivement, l'usine de lavage tourne. On aura bientôt lavé pas loin d'1 million de bouteilles. Donc c'est déjà ça. C'est pas suffisant. On est en capacité de laver plus entre 5 et 10 millions de bouteilles par an. Donc on voit bien que la marche est encore haute. Et effectivement, pour être rentable, il va falloir qu'on vise très rapidement, qu'on atteigne les 100 000 bouteilles par mois. Donc voilà, on n'y est pas encore. Donc le challenge, c'est celui-ci, que ça avance maintenant très vite, de coup qu'il y ait de plus en plus de volume pour pouvoir y parvenir. L'autre challenge, c'est que ce soit au niveau national que ça se passe. Donc on est aussi dans un réseau, donc on a créé France Consigne, parce que ça ne se limite pas à l'Occitanie. Donc nous, Hoc Consigne, nous sommes en Occitanie, mais on travaille avec tous nos confrères en France pour que ça se déploie absolument partout. Comment on fait justement pour aller plus vite, pour accélérer côté Nereus? Qu'est-ce qui se passe? Où vous en êtes aujourd'hui? Comment ça se passe, ce maillage territorial dont parlait Sophie? Alors pour ce qui est du temps court, on s'est focalisé sur l'industrie et où la prise de décision est un peu plus rapide que sur les marchés publics, hélas. Et dans ce contexte, on aide les industriels justement à se dévulnérabiliser en étant beaucoup moins dépendants de l'eau qu'ils doivent obtenir de l'extérieur et en recyclant de plus en plus de l'eau. On a même, dans le cas d'une distillerie de rhum, puisqu'on parlait de bouteilles, obtenu un résultat qui consiste tout simplement à transformer tous les fluides liquides, toutes les eaux usées liquides, les vinasses, en de l'eau recyclée et un concentré qui va contribuer au compostage, retour au sol, donc fermeture de la station d'épuration. Puisque le sujet n'est plus d'épurer l'eau, mais de valoriser l'ensemble de ce qui était contenu dans les eaux usées. Oui, on voit qu'on est vraiment en train de transformer les modèles. Hein. C'est ça aussi l'objectif, Geneviève, j'imagine, pour vous. Où est-ce qu'on en est? Vous nous avez parlé des campings, vous nous avez parlé des ports. On se dit le pas suivant, c'est évidemment d'arriver chez le particulier. On n'y est pas encore? Non, on n'y est pas encore. C'est encore un modèle totalement différent pour une entreprise. Hein. C'est deux cibles. Comme on dit, si on fait du B2B ou du B2C, c'est deux choses différentes. Là, le positionnement d'Aquatech est vraiment le B2B. Et aujourd'hui, on s'est concentré sur l'industrie du tourisme, port, camping, comme je disais. Demain, ça va être c'est déjà dès aujourd'hui les acteurs de la ville durable qui nous sollicitent. C'est vrai qu'on a des solutions qui sont à la fois sur la collecte. Donc, on va chercher, par exemple, à bord des bateaux les eaux usées pour éviter la pollution sur l'environnement. Le traitement pour remplir son obligation d'assainissement. Le recyclage. Comme on l'a dit tout à l'heure, les douches pour alimenter chasse d'eau, l'irrigation, les espaces aquatiques, mais aussi toute la partie digitale. Et la partie digitale, alors M. Ducasse l'a très bien dit tout à l'heure, l'IA existe depuis de nombreuses années, hein, mais elle va pouvoir jouer aussi son rôle, tout au moins déjà avant l'IA, l'analyse de données pour comprendre sa consommation. Et c'est vrai, dès l'instant qu'on comprend, on peut agir. Sinon, c'est un peu une épée dans l'eau où on pense qu'on fait, mais peut-être pas tout à fait bien ou pas forcément la meilleure solution. Donc du coup, aujourd'hui,
on a vraiment une offre complète sur l'ensemble du cycle de l'eau. Et c'est vrai que ce sont des interlocuteurs aujourd'hui qui sont en train d'évoluer, parce que si on prend les promoteurs ou les aménageurs de territoire, ils viennent nous solliciter pour peut-être envisager nos solutions à différents points de blocage qu'ils peuvent rencontrer, que ce soit sur le recyclage ou la compréhension du besoin, tout au moins. Et c'est vrai que le ministère du Tourisme a annoncé il y a 15 jours, donc je vous le partage peut-être, notre candidature a été retenue et aujourd'hui nous faisons partie des 10 startups lauréates du ministère du Tourisme qui s'engagent à nous accompagner pour faire rayonner un tourisme durable en France comme à l'international. Et c'est vrai que c'est un véritable atout aujourd'hui pour nous d'être soutenus directement par le ministère, parce que c'est un point focus pour aller vers les gros groupes. On prend les acteurs comme Accor, toute l'industrie hôtelière, les villages vacances, les résidences et autres acteurs comme Vinci Construction, comme certainement peut-être EDF aussi. Mais c'est vrai que pour nous, c'est des points de levier où on voit bien que l'État fait les efforts et fait ce qu'il faut pour accompagner au mieux des entreprises du territoire comme nous, aujourd'hui basées en province. Ouais, l'accompagnement des entreprises, c'est important, Laurent Fajal. C'est ce que vous faites aussi, finalement, hein, aider, essayer d'accompagner des entreprises qui innovent sur les sujets qui sont les vôtres. Clairement. Et dans le domaine de l'eau, nous le faisons aussi. On accompagne une start-up qui s'appelle Cactile, qui est occitane. C'est une start-up qui, peut-être vous en avez entendu parler, qui propose de remplacer des tuiles par des tuiles qui permettent de capter l'eau et la stocker sur les toits au moment où elle est disponible. Donc l'avantage de ce dispositif, vu de moi avec mon bon sens paysan, qui a eu la chance d'habiter à la campagne et d'avoir de quoi stocker l'eau dans des containers à la sortie des canalisations pluviales de ma maison, l'avantage c'est de pouvoir faire accoster la sensibilisation des urbains à la captation de l'eau au moment où ils en disposent. Donc dans les villes, on va pouvoir mettre sur les toits ce type de dispositif-là, et au moment où il y a forte pluie, plutôt que de l'envoyer au pluvial et puis dans les rivières et fleuves, on va pouvoir les stocker et la utiliser au moment où c'est le plus adapté. Donc oui, c'est capital d'innover, c'est bravo, bravo à vous et pour votre engagement aussi, et c'est capital pour les grands groupes comme EDF d'accompagner ces pépites qui contribuent à l'amélioration de la situation. Parce que cette génération Transformons la France dont nous parlons ensemble, c'est aussi elle qui est en capacité demain de réindustrialiser nos territoires. C'est votre objectif, j'imagine, ici, d'aller vers une montée en puissance. Et comment est-ce qu'on peut accompagner Aquatech, Nereus, Solar in Blue ou votre consigne avec l'usine qui est déjà là? Comment on fait pour vous soutenir? Est-ce que c'est la région qui le fait? Est-ce que ce sont les consommateurs aussi qui doivent changer? Est-ce que c'est un petit peu tout le monde? C'est effectivement un petit peu tout le monde, mais ce qui est important de préciser, c'est effectivement que c'est un modèle industriel. En fait, le retour de la consigne, je sais pas, on peut avoir l'idée qu'on lave nos bouteilles dans notre évier et qu'on va goupillonner. On n'est pas là-dedans. Enfin, clairement pas. On est dans de l'innovation industrielle. Donc, on a une usine de lavage avec un process qualité, avec des machines très performantes, particulièrement sobres en matière d'utilisation d'eau et d'énergie, puisqu'elles ont été fabriquées en 2023. Donc, évidemment, on a eu ce souci-là qu'elles soient absolument performantes. Aussi en termes qualité, pour être au niveau qu'attendent les industriels pour qu'on puisse relivrer des bouteilles lavées qui sont simplement réemployées et qui ne sont pas juste seconde main dégradées. C'est pas ça l'idée. De quoi on a besoin, c'est qu'il y ait le plus d'acteurs qui se mobilisent sur ce sujet-là, en disant c'est une autre façon de produire et de consommer, qui n'est pas vraiment plus compliquée, c'est juste un changement d'état d'esprit. Et que c'est vraiment un sujet d'intérêt collectif, d'intérêt général en fait, dont il s'agit. C'est pas juste un business qu'on crée pour ça. Alors c'est pour ça qu'on a décidé de créer la SCOP, et en fait on va prochainement se transformer en SIC, donc société coopérative également, mais d'intérêt collectif, parce qu'on est là-dedans, c'est du collectif, donc c'est une filière. On a besoin que les producteurs se mobilisent, les distributeurs, les collectivités locales, les fournisseurs de la filière. Donc c'est vraiment tous ensemble, c'est un travail d'équipe pour que ça marche. C'est important ce que vous dites. Ce mot collectif, il est central. Hein. C'est une prise de conscience de tous les acteurs qui va faire changer véritablement le modèle, Aurélien.
Oui, je pense que pour ce qui concerne Solar in Blue, cette notion de collectif, de concertation, de consensus social est très important. Je l'ai dit, dans le modèle qu'on propose, on va se déployer en mer pour venir réduire des compétitions d'usage. Pour autant, il ne faut pas négliger tout le travail de concertation, d'acceptation sociale qu'il faut mener, par exemple, avec les pêcheurs. Moi, là où je vois un besoin d'accélération, c'est principalement vers la puissance publique pour ce qui nous concerne. Je pense que les métiers de la mer sont assez prêts à accepter nos dispositifs, d'autant qu'on se positionne souvent dans des endroits où navigation et où pêche sont régulés et interdits. Et donc, ce qu'on attend, nous, c'est plutôt un accompagnement au niveau national de se lancer sur un modèle d'implémentation de ces colocalisations. Je pense qu'on apporte une double solution, une solution technologique, mais aussi une solution au temps long. Ça, c'est important. Le déploiement de parcs éoliens offshore, c'est des choses qui s'envisagent sur 10, 15 ans. Aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est on a déjà des zones, déjà des parcs installés, déjà le raccordement, on a tout, donc on est prêt. La seule chose qu'il faut, c'est une acceptation au niveau gouvernemental et un soutien pour mettre en œuvre ces projets. Mais c'est vraiment tout ce qu'il faut. Cette dimension d'acceptation, elle revient à différents niveaux finalement. Emmanuel, Geneviève? Oui, on peut ajouter qu'il y a même un étage supplémentaire de la prise de conscience, c'est de prendre conscience du prix de l'eau qu'on n'a pas. Et donc, dans les accélérateurs, se rendre compte ce que c'est que de devoir fermer des mobil-homes parce qu'on a une restriction, de devoir laver moins de fruits et légumes parce qu'on a une restriction, ça va aider. Mais du coup, ça veut dire aussi que, en plus de cette prise de conscience, on a besoin aussi d'avoir un soutien au niveau national. On a un fort soutien au niveau régional, on a un fort soutien au niveau local, je pense, parce que ce sont des responsables qui sont près des réalités. Mais au niveau national, on voit que la réglementation qui vient d'apparaître pour les industries agroalimentaires ou pour les hébergements touristiques ou permanents, c'était cet été 2024. On avait quand même dû avoir 2023, 2022 pour avoir des événements climatiques forts en prise de conscience, et on a attendu quand même au niveau national 2024 pour que ça arrive. Donc là, on est dans du temps trop long pour le coup. Beaucoup trop long. Vous permettez, pour ce qui relève de l'usage de l'eau, du partage de l'eau, il y a des dispositifs qui existent et qui fonctionnent, et plus les tensions climatiques, les sécheresses se sont présentées, plus ces comités de concertation, je vais reprendre mes notes, c'est le comité de gestion de la ressource eau qui se réunit chaque semaine avec des représentants des agriculteurs, les chambres d'agriculture, les syndicats représentants l'industrie du tourisme, l'industrie tout court, les autorités de santé, les territoires très importants. Et pour être justement à cette échelle de proximité, au plus près des... Clairement, et c'est par bassin, donc par bassin d'eau. Donc Adour, Garonne, la Tête, etc. Donc en fait, chaque semaine, la question que se pose ce comité, c'est est-ce que j'ai assez d'eau dans le cours d'eau pour permettre la réalisation de l'ensemble des activités. Et de manière concertée, cette entité a le pouvoir de demander à ce qu'on libère de l'eau qui est stockée pour la mettre à disposition de l'ensemble des activités. C'est hebdomadaire, concertation renforcée depuis maintenant 2-3 ans dans les situations qu'on vient malheureusement de vivre et qu'on doit affronter. Et qu'on va continuer à vivre. C'est pour ça que vos solutions sont importantes. Geneviève, sur ce qui manque finalement, est-ce qui pourrait vous permettre d'accélérer? Je pense que ce sera le mot de la fin. On a commencé avec vous, on va terminer avec vous. Ce qui est important, on l'a tous dit, le collectif, que ce soit à l'échelle d'un territoire, où c'est vrai qu'en Occitanie, on a de la chance d'être très fortement accompagné. On prend ne serait-ce que Medvalley qui est ici, le pôle de compétitivité Aquavalley et l'Occitanie qui est très investi auprès de ces acteurs du territoire. On est au bon endroit, je pense. L'échelle nationale, les ministères sont là, on le répète, on le redit, mais il faut de la prise en compte de ces problématiques qui sont, on va dire, la base de tout modèle. L'eau est le sujet de tous. Mais je dirais qu'il faut aussi s'ouvrir et pas oublier ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire que l'eau n'a pas de frontières. Elle ne se limite pas à un territoire.
Et aujourd'hui, ce que nous faisons en France, j'en l'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'Europe, on est loin d'être exemplaire, mais par rapport à l'échelle du monde, le reste du monde bouge aussi. Et chaque acteur a des solutions, chaque pays a des solutions. La concurrence va être rude, va être difficile. Je pense qu'on a toujours ces soucis de l'Asie et les productions de solutions qui sont à moindre coût. Et c'est là où il va falloir qu'on soit bons tous ensemble. Et le collectif va avoir donc du coup tout son sens pour rester en place sur le marché et être fort de propositions qui ont du sens et qui peuvent agir aussi. Oui, pas simplement le prix, mais la valeur des choses. Exactement. C'est important. Merci à tous les 5 d'avoir participé à cette première table ronde sur la raréfaction des ressources. Merci d'avoir été avec nous en direct de Génération Transformons la France, ici à Montpellier. Merci à vous. Merci.